Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons, qui fait pas mal de vagues. C'est une nouvelle proposition de Bill Gates qui vient un peu bousculer tout ce qu'on pensait savoir sur la lutte contre le changement climatique. L'idée est assez radicale, et elle pourrait bien redéfinir nos priorités à l'échelle mondiale. Allez, on regarde ça de plus près. Et voilà, ça pose tout de suite les bases. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout son argument. C'est un choix, un arbitrage presque brutal qu'il nous met sous le nez. D'un côté, le climat sur le long terme, et de l'autre, la souffrance humaine. Là, tout de suite. Et forcément, poser le problème comme ça force à réfléchir, et ça a déclenché une polémique assez énorme. Et attention, ce que Gates propose, c'est pas juste un petit réglage, hein. Non, il parle carrément d'un pivot stratégique. Un changement de cap total, fondamental, dans notre façon d'aborder la question du climat. Pour lui, en fait, le problème, c'est que tout le débat sur le climat est bloqué sur une espèce de vision apocalyptique. C'est son terme. À cause de ça, on serait obsédé, focalisé à l'extrême sur un seul truc, réduire les émissions tout de suite. Et en faisant ça, on passerait à côté d'autres problèmes qui sont tout aussi et peut-être même plus urgents. Donc voilà le pivot très concrètement. On passe de comment on réduit les émissions à tout prix à une question bien plus large, beaucoup plus centrée sur l'humain. Comment on fait pour améliorer la vie des gens, surtout les plus vulnérables, là, maintenant, dans ce monde qui se réchauffe déjà? C'est un changement de perspective complet. Et là, on touche au point qui fait sans doute le plus débat. Gates affirme que oui, le changement climatique, c'est grave, bien sûr, mais que ce n'est pas la fin de l'humanité. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il pense qu'on pourra continuer à vivre et même à prospérer dans la plupart des régions du monde. Ok, mais alors pourquoi ce virage? Pourquoi est-ce qu'il veut mettre la priorité sur les gens plutôt que sur les pourcentages de CO2? Voyons sa logique. Le cœur de son raisonnement, il est là. Pour une immense partie de la population mondiale, les plus pauvres, le vrai danger, le danger de tous les jours, ce n'est pas le changement climatique. Non, c'est la pauvreté. Ce sont les maladies, comme le paludisme, le VIH, des menaces bien plus directes, bien plus mortelles, ici et maintenant. En gros, son argument tient en 3 points. D'abord, il y a un grand optimisme sur la technologie. Il dit que les énergies propres, le solaire, l'éolien, tout ça, ça avançait beaucoup plus vite que prévu. Ensuite, il y a l'idée de la résilience. C'est simple, des gens en bonne santé, qui ont de quoi vivre, sont forcément mieux préparés à affronter les conséquences du climat, comme les canicules. Et le dernier point, c'est un vrai défi. Il veut qu'on mesure l'impact de chaque euro dépensé. Un euro pour le climat doit prouver qu'il est plus efficace pour sauver des vies qu'un euro pour, disons, des vaccins. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Il donne un exemple très concret. Gavi, l'Alliance pour les vaccins, que sa fondation a d'ailleurs aidé à créer, eh bien pour les 5 prochaines années, leur budget a été amputé de 25%. Pourquoi? En partie parce que l'argent des pays riches, l'aide internationale, est de plus en plus fléchée vers des projets climatiques. Pour lui, c'est la preuve qu'il y a une vraie concurrence pour des ressources qui ne sont pas illimitées. Bon, on s'en doute, cette sortie n'est pas passée inaperçue, loin de là. La communauté scientifique, les leaders mondiaux, beaucoup ont réagi et de manière assez virulente. Alors qu'est-ce qu'ils répondent à ça? La réponse d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, elle est sans détour. Il dit, en gros, on a déjà perdu le pari de rester sous les 1,5 degrés. Il nous alerte sur ce qu'on appelle les points de bascule, ces moments où tout peut dérailler de façon irréversible. L'effondrement de l'Amazonie, par exemple. Et là, les conséquences, il le dit, seraient tout simplement catastrophiques. L'économiste Jeffrey Sachs, lui, est encore plus direct. Pour lui, tout ce que dit Gates, c'est un faux débat. C'est ça l'expression importante. Il n'y a pas à choisir entre la pauvreté et le climat. Il pense qu'on peut et qu'on doit faire les deux en même temps. Le vrai problème, selon lui, ce sont les obstacles politiques, comme le poids énorme du lobby des énergies fossiles. Et puis, il y a le point de vue de Michael Oppenheimer, un climatologue. Il met le doigt sur autre chose. L'argument de Gates est très anthropocentré. Il ne parle que de l'humain. Mais quid du reste, des écosystèmes, de la nature, qui subissent déjà des dégâts considérables? Et ça amène une question plus philosophique en fait. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une sorte de bulle technologique, coupée du monde naturel? Et au milieu de tout ça, il y a ce chiffre 1,5 degré. C'est vraiment le point de référence, l'encre du consensus scientifique. C'est la limite de l'accord de Paris, celle qu'on s'est tous engagés à ne pas dépasser pour éviter le pire. Et le problème, c'est qu'on est en train de la franchir. Au final, ce que cette polémique révèle, c'est que la question n'est peut-être pas de savoir qui a raison ou qui a tort. C'est bien plus compliqué. C'est une question de priorité. Dans un monde où l'argent et le temps ne sont pas infinis, où mettons nos efforts? Et le dilemme, on peut le poser comme ça. Est-ce que c'est un problème soit-soit, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vraiment choisir soit on lutte contre la pauvreté aujourd'hui, soit on lutte contre le changement climatique pour demain, ou alors est-ce que c'est un problème et est-ce qu'on peut trouver un moyen de faire les deux en même temps, d'investir pour le climat sur le long terme, tout en aidant les gens à vivre mieux maintenant? Et c'est vraiment là qu'est tout le nœud du débat.
Le mérite de la proposition de Gates, qu'on soit d'accord ou pas, c'est de mettre ce conflit sur la table de façon très crue. D'un côté, l'urgence visible, immédiate, des vies humaines à sauver. De l'autre, la menace systémique, plus lointaine, une planète entière à préserver pour ceux qui viendront après nous. Et c'est sur cette question vertigineuse que tout ça nous laisse. Comment fait-on cet arbitrage? Dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, comment est-ce qu'on balance entre le drame qu'on voit aujourd'hui et la catastrophe qu'on anticipe pour demain? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Mais c'est une question qui nous force à nous interroger sur nos priorités, sur ce qui compte vraiment. Et la réponse qu'on y apportera, collectivement, définira l'avenir de tout le monde.